je reprends. Ouais. D'accord. Hein. Est-ce qu'il vous arrive de douter du bien fondé de votre grille de lecture politique? Franchement, non, mais parfois, j'ai des doutes sur des dosages. Je me dis peut-être que je suis un peu trop... Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on me reproche. On me dit je suis peut-être un peu trop monodéterminé, alors qu'en fait je ne le suis pas, mais disons que j'estime que dans la période actuelle, notamment ce que j'appelle le lobbytionniste, a une position très très puissante et dominante qu'il n'avait pas forcément dans les années 70. Hein. Non mais vous dites oui d'accord, mais il y a des gens qui pensent que du coup je suis... C'est ce que je réponds à Elisabeth Lévy. Elle me dit que je suis monodéterminé. Hein. Non, monocausal. Alors moi je dirais je serai un peu moins monocausal, Elisabeth, quand tu seras un peu moins monodéterminé. Quel est le combat d'Elisabeth Lévy depuis qu'elle est dans les médias, depuis qu'on la croise dans sa posture souverainiste qui correspond au moment où j'ai écrit Jusqu'où va-t-on descendre? Qu'est-ce qui la motive et quelle est sa détermination? L'antisémitisme, ce qu'on appelle l'antisémitisme, ça n'est pas la critique du judaïsme, c'est la haine des juifs. Donc les juifs sont partis, si vous voulez, parce qu'ils sont tous fous, parce qu'ils sont tous dingues. Non, mais il y a sûrement des gens qui haïssent les juifs, comme il y a sûrement qui haïssent des catholiques. Combien de juifs ont été tués en France? Elle est autant monodéterminée que je suis monocausal, et même si je suis devenu un peu monocausal, c'est à cause de sa monodétermination. Oui, hein, parce qu'elle ne s'intéresse, elle, qu'à ça. Ce qui est bon pour, hein, en fonction de, il n'y a que ça qui l'intéresse. Elle est même devenue, on va dire, néo-nationaliste uniquement à cause de ça, hein, à cause de l'évolution d'Israël, et pour pouvoir défendre Israël jusqu'au bout. Hein. On est antifasciste au départ, et puis on devient néo-fasciste après, parce que pour continuer à pouvoir défendre. Hein. Donc parfois je me dis, Alain, quand même, c'est vrai, t'es peut-être un peu, on va dire, monocausal. Parce qu'en fait, ça veut dire, tu surinvestis peut-être. Et puis après, je me dis, non, en fait, non, c'est malheureusement la réalité qu'il est. Et effectivement, ça m'oblige, pour coller à la réalité, à être dans une posture qui est peut-être, que j'aimerais peut-être plus raffinée ou plus élégante. Mais le raffinement et l'élégance, c'est pas la quête c'est la vérité. Parfois, la vérité, elle est moche, et elle est sale, et elle est brutale. Hein. Alors que les intellectuels, ce qu'ils veulent, c'est toujours dans le raffinement, hein, souvent. C'est comme ça qu'on les détecte. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas balancer des noms. Ils aiment être dans le concept, pas dans le réseau. Vous voyez ? Moi, en fait, les deux mamelles de ma culture, je dirais grossièrement, c'est, pour simplifier, c'est Kluskar, donc c'est le concept, c'est un génie du concept, et Ratier, travail de réseau. Bah, finalement, aujourd'hui, Ratier m'est plus utile que Kluskar. Il faut les deux, mais finalement, le plus subversif des deux, le plus dangereux des deux, celui qui est politiquement le plus efficient, c'est plutôt Ratier que Kluskar, parce que Kluskar, il est sur le concept, critiquer la dérive du capital. Finalement, ça gêne personne, il n'a jamais eu de problème. Hein. À part qu'on l'a mis un peu sur la touche au PC, parce que électoralement, c'était difficile à vendre, parce que c'était pas qu'une niche, c'était un peu transcourant. Mais je veux dire, tous les ennuis que j'ai, c'est parce que j'additionne le concept Kluskar à la culture du réseau Ratier. Hein. Et je pense que Ratier comprenait Kluskar, et Kluskar ne pouvait pas comprendre Ratier ou le méprisait, hein, ou même n'avait pas cette culture. Il y a une naïveté chez ces gens-là que j'ai fréquentés, là, les marxistes-léninistes durs, soit une naïveté, soit une trouille. Hein. Mais je veux dire, à un moment donné, quand je réfléchis à Pagani, par exemple, il est bien gentil, très brillant, mais c'est quand même un puceau. Il sait pas la moitié. Il n'a pas mis les mains dans le cambouis, il n'a pas vu, quoi. Et il veut pas voir, c'est ça qui m'agace un peu chez ces gens-là. Ils veulent pas rentrer dans le dur, ils veulent pas rentrer quand ça devient violent, vulgaire. C'est un peu pareil, ce que je dis à Bricmont. Chez Bricmont, il veut pas mettre les mains dans le cambouis. Il veut que la comme ça, c'est-à-dire que bon, ils veulent pas nommer l'ennemi. Ouais, parce qu'ils veulent pas d'ennui, mais ils me reprochent moi de le nommer et que quelque part ça serait dangereux ou vulgaire parce qu'il faut rester dans le ciel des idées. Ouais. Non. Je veux dire, Lénine, il fait la révolution. Il y a Marx, il y a Marx. Et puis derrière, il y a tout le travail. Ouais. Et puis, bon, parce que ces gens-là, s'ils valident la révolution russe, par exemple, Pagani la valide entièrement. Son fils s'appelle Yuri, hein, comme Gagarine. Je veux dire, il valide Lénine et Staline et même l'armée rouge. Attention, hein, c'est tuer des gens en permanence. Hein. Et puis salement. Hein. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'ils me reprochent ? Qu'est-ce qu'ils me reprochent, ces gens-là ? Ils sont incohérents. En réalité, moi, je peux beaucoup plus facilement pointer leur incohérence qu'ils peuvent pointer la mienne. Hein. Moi, ils peuvent pointer ma brutalité, ma vulgarité. Et puis le fait de nommer, je crois. Oui, non, mais surtout que ça serait... ils me reprochent ma violence. Je veux dire, la violence, je la subis essentiellement, il ne faut pas oublier. Hein. La violence que je rends est infime par rapport à la violence que je subis. Moi, j'ai jamais appelé au meurtre de personne.
Quand j'ai frappé des gens, j'ai frappé en combat singulier, c'est du duel, hein, face à face, et sans tricherie et à main nue. Hein. Comme le boxeur d'Étinger, là, pareil, c'est le même genre, quoi. Mais je vois que ces gens-là, ça les gêne, parce qu'on sort du monde des livres, on sort du monde du clerc, et que ce monde-là est très confortable. Hein. Ça a été, je le vois bien souvent chez eux, ça leur permet de briller. Ça leur permet de briller, sans prendre de... Oui, le marxisme en chaise longue. Mais le fait de nommer, ça vous attire beaucoup d'ennuis. Est-ce que vous redoutez la prison? Non, absolument pas. Alors bizarrement, non. Parce que j'ai vu il y a quelques jours là, ce petit film sur le tarot de Marseille que vous avez... Oui, ça c'est presque pour rigoler, quoi. Oui, c'est pour rigoler, d'accord. Mais enfin bon, il prévoit la prison. De toute façon, on voit bien qu'il y a un lobby puissant qui veut à tout prix m'y mettre en prison. Ils travaillent sérieusement. Moi, je me rappelle, les gens qui me disaient, oui, si vous étiez si subversif que ça, vous seriez déjà assassiné, vous seriez déjà en prison. Je dis, c'est pas si simple. Je veux dire, peut-être que je me ferai assassiner un jour, et puis ce jour-là, vous direz, bah, finalement, oui. Hein, mais tant que c'est pas fait, effectivement, c'est pas fait. Puis on tue pas les gens comme ça, on est quand même dans une démocratie, c'est-à-dire que on n'est pas face à une mafia au sens des films de Scorsese, on est face à ce qu'il y a au-dessus de la mafia. Donc c'est plus lent, plus subtil, on prend des gants, et on tue les gens autrement. On tue les gens par la diabolisation, par la dépression, par la ruine économique, etc. Et tout ça existe. Et donc pour répondre aux questions, je me suis toujours préparé à l'idée qu'un jour j'irai en prison. Et tous mes grands héros sont tous passés par la prison. C'est ce que je dis. Hein. Lénine y est allé, son frère a été tué, Staline y est allé, Mandela, si je veux m'amuser avec des figures, y est allé, Maurras y est allé, et avant-guerre, et il y a fini sa vie. Gramsci, on se branle sur Gramsci, c'est 25 ans de tôle, hein, quand même. Hein. Hitler est passé par là, et sa prise du pouvoir d'ailleurs nécessite aussi ça. Mussolini a été traqué, je ne sais pas s'il a fait de la prison ferme, parce que j'ai pas révisé mes dossiers, mais je veux dire, à un moment donné où il était révolutionnaire, en danger. Marx a passé son temps à passer des frontières pour éviter la prison. Allemagne, France, Belgique, et il a fini au British Museum, protégé par Engels, mais il était pourchassé par la police d'État en permanence. Donc la prison, vous ne la redoutez pas? Non, franchement, je ne la redoute pas, parce que d'abord, je suis préparé, je dirais, psychologiquement et physiquement à des choses qui font peur à d'autres, moi qui ne me font pas peur. Je ne suis pas sûr que je serais très mal accueilli en prison. Et je pense que c'est cohérent dans un CV, on va dire, de rebelle authentique, quoi. Et les trois quarts des héros de cinéma, on va dire... qui sont en lutte, passent par la prison. Ça fait partie. Ce qui est étonnant, c'est que d'autres ne s'étonnent pas plus de ne pas y avoir été, ou que les gens qui qualifient de combattants importants, que ça leur vienne pas l'idée que Alain de Benoît, on ne s'est jamais posé la question de mettre Alain de Benoît en prison, quoi. Donc à quoi il sert à réécrire la 20e fois le même livre sur critique du libéralisme, sachant que tous ces ennuis, moi je sais d'où ils viennent de ces ennuis. Hein. C'est-à-dire qu'il ne combat pas ce qui lui a valu ses ennuis. Il évite de combattre ce qui lui a valu ses ennuis. Je le sais très bien, je connais sa vie de A à Z. C'est ça qui me fait marrer, quand je vois un petit con, vraiment un petit con comme David Lépée, qui est vraiment un puceau qui comprend rien, qui se prend lui pour un intellectuel et moi pour un voyou dévoyé, ou un type qui a déchu d'intellectuel à je sais pas quoi. Les mecs sont quand même... Enfin, c'est ce que disait Céline sur... Ils sont lourds, hein, les types qui se croient fins, alors qu'en fait ils sont d'une lourdeur. Alors il y en a un, c'est un tricheur, par lâcheté, je le sais parce qu'il me l'a dit lui-même d'ailleurs, hein, et puis l'autre, c'est un crétin qui a été coopté pour sa bêtise, quoi. Je veux dire, mais ça, c'est la souffrance. C'est un peu comme quand je parle de Zidane, qui a passé sa vie à prendre des coups de pied dans les tibias. On ne peut pas s'étonner que 2-3 fois, il ait pris des cartons rouges. C'est que quand on est raffiné comme moi, on passe son temps à subir les agressions de lourdingues, qui se prennent, eux, pour des raffinés, qui sont des pecnos. C'est pour ça que je comprends bien Céline, et je comprends bien Zidane. C'est-à-dire que c'est pénible. C'est pénible de se faire traiter de con par des abrutis, et de lourdeaux par des types qu'on n'a même pas compris, jamais touché du doigt ce que c'est que la finesse, quoi. Ou c'est-à-dire la réalité de la dialectique, etc. Et là, je parle pas d'ailleurs de types qui ferment leur gueule, hein, comme Pagani ou comme de Benoît, qui ferment leur gueule en réalité, face à moi, quand il s'agit de parler des sujets sérieux. Mais des crétins qui m'attaquent par derrière, ou qui m'ont rejoint plus quitté parce qu'ils ont pensé que
j'avais quitté le juste chemin. Alors qu'en fait non, c'est un chemin qui monte, au début c'est un chemin large et après c'est une petite sente, et plus on se rapproche du sommet, plus l'air se raréfie et plus c'est étroit et plus c'est dangereux. Et c'est tout, c'est que voilà, je suis monté beaucoup. Vous êtes seul dans cette ascension? Non, je suis pas seul. Il y a des gens qui il y a des gens vous suivent. Il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui marchent plus ou moins à côté, il y a des gens qui aident, vous savez, qui, je ne veux pas employer des métaphores trop christiques, mais qui vous donnent un peu d'eau au moment où ça devient difficile. Il y a l'idée du chemin de croix, évidemment je ne veux pas mettre la barre trop haut, mais il y a cette idée-là. Nos modèles héroïques, Ulysse, le Christ, je veux dire, quand on est un vrai Européen occidental, on n'a pas 36 modèles. Le Christ, c'est la passion, plus la vie des saints, qui est aussi d'ailleurs l'imitation du Christ. C'est ça une vie chrétienne, c'est essayer d'être plus proche de l'imitation du Christ. C'est pas, voilà, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et puis sinon, Ulysse et les grands héros, je dirais, on va dire païens, quoi, c'est pareil. L'héroïsme grec, quoi, je veux dire, c'est l'initiation, le combat, et puis aller vers une mort héroïque. C'est, pour certains, c'est le ciel, pour d'autres, c'est le Valhalla. Tout ça, ça me fait pas penser à Alain de Benoît, ni à David Lépée, ni à Pagani. C'est la solution par le haut, la réconciliation nationale. Alors on peut la prendre à tous les niveaux, réconciliation de la classe moyenne et du prolétariat qui permet le sursaut révolutionnaire, même dans le léninisme bien compris, réconciliation des hommes de bonne volonté, qu'ils soient français de souche ou d'origine immigrée, c'est ce que je vis moi au quotidien dans ER, je vis tout ça. Et la réconciliation, c'est ce qu'il y a de plus beau, la réconciliation dans l'honneur pour un combat commun. C'est d'ailleurs, si vous regardez le film Le Cid, qui est d'ailleurs pas trop faux par rapport au réel combat qu'on appelle la Reconquista. La Reconquista, ça existait, mais c'était beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, c'est des alliances croisées, etc. etc. quoi. Et d'abord, pourquoi j'y crois toujours? Parce que c'est la seule solution, on va dire, pour éviter le chaos. Parce que je ne me vois pas trahir des gens qui m'ont fait confiance depuis le début. Je parle des musulmans patriotes et des musulmans du quotidien, qui m'ont fait confiance, qui me font toujours confiance et qui sont toujours là. Je ne dois pas les trahir pour des raisons stratégiques. Ça me rapprocherait d'une Marine Le Pen et j'ai horreur de la trahison comme stratégie. Genre la fin justifie les moyens, c'est exactement la phrase des trotskistes et la phrase des salopards. La fin et les moyens ont un rapport, je dirais, intrinsèque d'identité. La fin n'est jamais que le dernier moyen et il ne peut pas y avoir de fin qui surgit, qui soit totalement à l'inverse des moyens. Je veux dire, voilà, il y a l'identité forcément de la fin et des moyens. Moi, je ne sais pas si je suis spécialement républicain. Je suis patriote, je suis nationaliste. La République, plus je l'étudie, plus je vois que c'est une escroquerie, que c'est la gueuse, quoi, que c'est quelque chose... Dès lors, votre ligne de défense, c'est la ligne de défense républicaine, avec la réconciliation. On va dire au moins, la proposition la plus subversive par rapport à l'ennemi, c'est respecter les valeurs de la République que vous nous avez imposées. Parce que c'est comme ça que je les baise. Je dis, liberté, égalité, fraternité, d'accord. Vous n'êtes ni pour la liberté, ni pour l'égalité, ni pour la fraternité. C'est ça, et c'est ça que j'ai dit au tribunal, et qui m'a valu tous les ennuis. Maçonnique que vous c'est pas. Et par contre, je crois que la puissance actuelle, dominante et maléfique, c'est bien ce qu'on appelait dans les années 30 la plutocratie judéo-maçonnique. C'est la même chose. Les intérêts de l'argent, le sionisme, le talmudo-sionisme tel que je l'ai bien décrit, et puis les réseaux maçonniques qui sont les auxiliaires et qui prétendent incarner la République. Dans les années 30, on appelait ça la plutocratie judéo-maçonnique, on y est totalement. C'est bien la plutocratie judéo-maçonnique qui a incendié Notre-Dame de Paris. Là. Si vous regardez les intérêts qui convergent pour faire ce qu'on appelle la nouvelle île de la Cité, comme il y a eu le Grand Louvre. Voyez, oui, mais ça n'a pas encore été décidé. Ouais, mais enfin, je veux dire, l'église, elle a quand même brûlé. Et puis là, on vient de céder une partie de l'Hôtel-Dieu pour de la promotion immobilière. Et vous regarderez que celui qui a acheté, c'est pas un catholique de souche. Nous avons une conviction chez Novaxia, c'est le fait que le sens et la rentabilité ne peuvent plus se dissocier et que la création de valeur économique doit être nécessairement complétée d'une création de valeur sociétale. Tout ça est consultable. Moi, c'est là où je dirais droit dans mes bottes, c'est que moi, j'argumente, je prouve tout ça. Et puis quand même je prouve pas moi, je dis allez le voir dans Faits et Documents, il y a tout.
Il y a tout. Je veux dire, Branco, à côté de ce qu'on avance nous, c'est un branquignol. Hein. Oui. Comme je dis, le problème de ces gens-là, c'est pas ce qu'ils disent, c'est tout ce qu'ils disent pas. Oui. Et puis qu'ils ne peuvent parler de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont compris, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais en tout cas, on vous remercie d'avoir dénoncé cette imposture de Branco. Peut-être que lui-même ne se voit pas comme un imposteur et ne l'est pas forcément quant à lui-même, mais c'est ce à quoi il sert. Est-ce qu'il serait naïf? Mais il a 28 ans. Alors, je veux bien. C'est la naïveté de son âge? Oui, je pense qu'il y a un effet de son âge, l'origine de classe, la la réalité de sa caste, etc. Et puis aussi que même moi, quand j'avais son âge, même si j'étudiais déjà Garaudy, j'étudiais vraiment... j'étudiais des tas de choses qui m'amenaient sur un terrain, on va dire, complotiste, j'avais du mal à passer au complotisme parce que j'étais encore piégé par l'esthétique, que c'est vulgaire le complotisme. C'est-à-dire, je vais le dire clairement, ce qui gêne dans l'antisémitisme, c'est qu'on nous a dit que c'était vulgaire. C'est de mauvais goût, c'est un truc de plouc, c'est un truc de beauf, c'est un truc de brut. Or, tous les grands auteurs, tous les grands penseurs en passent par là en réalité, tous. Mais malgré tout, qu'est-ce qui me gêne moi dans ça? C'est pas la manière dont moi je l'aborde, c'est de me retrouver à un moment donné avec un gros con qui va incarner l'extrême droite néo-nazie la plus racialiste possible, avec la bière, et que je me sens pas, je me dis, j'ai quand même pas le niveau de culture et de connaissance, et j'ai pas... Je suis quand même plus raffiné que ce mec-là, et ce mec-là me gêne, quoi. Et c'est un peu ça, quand un type comme Badinter dit l'antisémitisme est non seulement une saloperie, mais un truc de crétin, je crois que ça peut... Alors qu'en fait, c'est pas du tout une saloperie, tel que moi je le défends. C'est un moralisme intégral, et c'est pas du tout un truc de crétin. C'est partagé par les plus grands esprits de l'histoire du monde, y compris les plus grands juifs, hein. De Jésus, si on veut en penser qu'il en est un, Spinoza, Marx... c'est pas vrai, voilà. Donc, mais ça demande une énorme culture, et effectivement l'intelligence de l'idéologie dominante, c'est de vous combattre sur le terrain de l'esthétique, c'est dire c'est vulgaire, c'est de mauvais goût, et c'est ça aujourd'hui qu'on me balance à la gueule en réalité. Les crétins là qui m'attaquent aujourd'hui sur ce terrain-là, je vais pas reparler de David Lépée, mais lui c'est une synthèse. Il était rappeur suisse au départ, trotskiste. Politiquement à mi-chemin entre Stallone et Staline, ta rébellion fait plus penser à celle de Lennon qu'à Lénine. Ne me parle pas de résistance car tu en es l'antithèse. Tu es aussi marxiste que moi, danseuse antillaise. En fait, ce que ces gens-là me reprochent, parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels de me combattre à mon avis, ni même la vie, le vécu, l'expérience et la connaissance, mais c'est qu'ils ressentent intuitivement, parce qu'ils adhèrent en fait à l'idéologie dominante dans son volet en fait esthétique, que c'est vulgaire et de mauvais goût. Voilà. C'est en fait... il faut oser le mauvais goût d'une certaine manière. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'ailleurs on va dire les esprits proustiens trouvent souvent que Céline c'est un peu de mauvais goût quelque part, c'est côté vulgaire, côté beaufesque, alors que vraiment quand on a fait la lecture des deux, moi je trouve ce qui me gêne chez Proust c'est la lourdeur. C'est lourd et lent pour moi. C'est un défaut de fulgurance. Alors que ce que j'aime chez Céline, c'est que c'est incroyablement fin. Mais pour comprendre que Céline c'est plus fin que Proust, eh ben, il faut quand même un vécu, des accidents, des qualités, une idiosyncrasie, je ne sais pas comment on dit, hein, une Weltanschauung, là, je ne sais pas quoi, là, comme on dit en allemand. Mais c'est moins barbant que Proust, enfin. Oui, non, mais voilà, il y a quand même deux familles hein, dans la littérature. Il y a ceux qui sont plus proustiens que céliniens, ceux qui sont plus céliniens que proustiens. Et je me rappelle que j'avais cette discussion avec Pagani, qui m'agace un peu, et que j'aime bien, et qui à la fois me fascine, parce qu'il est très brillant et en même temps m'horripile parce que c'est une brillance en fait qui est vraiment qui tourne au narcissisme et finalement politiquement assez ambigu, avec des mensonges et des naïvetés énormes. C'est que lui était beaucoup plus proustien à mon avis que célinien, et moi j'étais beaucoup plus célinien que proustien. Et moi c'est comme Joyce, hein. Joyce ça me tombe des mains. Sur le plan formaliste, le révolutionnaire sur le plan du formalisme, c'est Céline sans même le vouloir et sans même y penser, et pas Joyce. Joyce, c'est un faiseur, quoi. Mais je me demande si c'est pas un problème de traduction chez Joyce. Non, c'est un problème. Moi, je trouve ça. C'est un problème fondamental que c'est un mec qui veut révolutionner la littérature comme un structuraliste, enfin par le bricolage formaliste, et qui a un côté gratuit, un côté froid, et que si on enlève le bricolage formel, c'est du sous-Balzac. Alors que Céline, c'est le jazz en littérature. Vous voyez, regardez, quand à un moment donné on arrive à Debussy en musique classique, ça bloque. Et bien à un moment donné, il y a le jazz qui arrive, la syncope.
ça révolutionne la musique, pas par l'écriture musicale. Et il y a ceux qui loupent le jazz parce qu'ils peuvent pas, et qui restent sur comment faire la révolution à l'intérieur de l'écriture musicale, donc à l'intérieur de la structure, qui est finalement qui fait qu'ils peuvent pas en sortir, et ça vous donne Boulez. Et ben vous voyez bien que du côté du jazz, on a Céline, et du côté de Joyce, on a Boulez. Hein, et Boulez, c'est de la merde. Voilà. Et Joyce et Boulez, pour moi, il y a une parenté. Hein. Et Joyce, je suis désolé, j'ai pas besoin de me torturer. Je lis Joyce, ça m'emmerde. Je suis pas du tout impressionné. Et en plus, je regarde son œuvre, l'évolution de son œuvre. Dès le départ, c'est pas grand-chose. Alors peut-être les Irlandais, c'est bien, parce qu'ils parlent de l'Irlande et qu'il n'y a pas grand monde pour parler de l'Irlande. Et puis que c'est une figure qui a été adoubée par toute l'idéologie dominante mondiale. Hein. Et je veux dire, qui parlait, ceux qui finançaient l'art contemporain de l'époque, hein, on est quand même aussi, c'est très marqué communautairement tout ça. Et puis c'est aussi un tricheur et un stratège. Enfin voilà, je veux dire, celui qui a révolutionné la littérature, c'est pas Joyce, c'est Céline. Voilà. Et le plus grand, c'est pas Proust, c'est Céline. Et comme par hasard, il est comme moi. Hein. C'est le bonheur par le bien. Je le dis comme ça d'instinct. Hein, voilà. Le but de la politique, c'est le bonheur. Le vecteur, c'est le bien. Et je pense que c'est d'arriver au bonheur collectif par le bien public, évidemment, parce que la politique, c'est pas le je, c'est le nous. Hein. C'est le nous. Hein. Donc voilà, ça serait, comme j'en parlais l'autre jour avec Viguier, que j'aime beaucoup, parce que c'est pas un avocat, c'est un juriste, que je déteste les avocats normalement, mais lui c'est un juriste, c'est ça qui est très respectable chez lui, ce qui peut lui permettre parfois d'être un bon avocat d'ailleurs, mais c'est pas Dupond-Moretti. Hein. Voilà, je disais, la définition radicale du droit, ça devrait être la morale plus la logique, vous voyez, la morale plus la logique. Et il me disait, oui. Et le mec, il est docteur en droit. C'est vrai qu'à des moments, il faut arriver à ce genre de petite synthèse simple et carrée, quoi. Le but de la politique, c'est le bonheur par le bien, et donc le bonheur collectif par le bien public. Voilà. En dehors de ça, le reste, c'est du tripatouillage, c'est pas servir, c'est se servir. Bon, bah, c'est la réalité aussi. Hein. Il y a tout le côté... il y a la bagnole, et puis il y a le capot, il y a le moteur, et il y a la mécanique, quoi. Hein. Mais il ne faut pas perdre de vue que le but de la mécanique, c'est quand même de faire rouler que la bagnole roule et qu'elle roule bien, quoi. Alors le problème, c'est pas ça, c'est que ce national-socialisme a été incarné par un type qui avait une double casquette, une casquette sociale et une casquette raciale. Et la casquette raciale l'a conduit à l'échec et à disqualifier toute la dimension sociale. C'est-à-dire que la réussite économique du national-socialisme a été détruite par les fantasmes raciaux, exactement d'ailleurs comme Mussolini, il y a un projet social qui est très réussi, et ça je le dis à Pagani, tous les autres ont copié derrière. Hein. Mais malheureusement, son désir de renouer avec la conquête impériale romaine et d'aller attaquer l'Érythrée et la Libye, ce délire néo-romain impérial, lui a fait se péter la gueule de la même manière. Et ce que je reproche, moi, à ces gens-là, c'est que s'ils avaient été simplement nationaux socialistes, sans cette dimension finalement raciale ou néo-raciale, eh ben, ils auraient gagné. Et ça aurait été bien pour le monde. Alors que le fait d'avoir finalement, à la fin, fait surdéterminer le racial, c'est la doctrine sang et or hein, chez les nationaux socialistes, que le sang primerait sur l'or. En fait, non, ils se sont trompés. Ça s'est vu d'ailleurs par leur naïveté, pas dans leur dialogue avec la couronne d'Angleterre, etc. Ça, c'est des sujets qu'il faut connaître. Hein. Malheureusement, il y a des gens qui ne les connaissent pas. Pour simplifier, le nazisme racial a disqualifié le nazisme social. C'était une bêtise et une saloperie. Parce que les Slaves, finalement, ne sont pas une sous-race. Aujourd'hui, c'est même eux qui nous permettent de sauver l'Occident chrétien. C'est Poutine et l'orthodoxie. Donc Hitler n'était pas cultivé à ce niveau-là. Bon, il adhérait d'ailleurs à l'idéologie dominante de l'époque. L'eugénisme, ça se faisait aux États-Unis. Hein. Et tout le monde parlait de race. Et le Front populaire voulait soutenir et défendre la race française. Hein. Il y a des timbres. La race, ça voulait dire le groupe ethnique. Donc déjà, bon. Mais malheureusement, il est parti dans un délire de judaïsme inversé, c'est-à-dire race des seigneurs, Germania, etc., qui fait que ça ne pouvait qu'échouer. Et je pense même que des gens l'ont laissé aller jusque-là, si on veut être très complotiste, parce que justement, cette dimension raciale
ferait que ça échouerait et que ça disqualifierait toute la dimension sociale qui était aussi dedans. Hein? Je pense que c'est pour ça qu'Hitler n'a pas été assassiné et accédé au pouvoir. À cause justement de cette dimension raciale dont certains ont vu, et là il faut lire sans doute Douglas Reed. Qu'il pouvait en tirer. Bien sûr, partition de 48, et puis le fait qu'aujourd'hui, quand je dis que je suis national-socialiste français, un petit Aziza peut me traiter de nazi et me traiter de raciste alors que je suis en réalité un antiraciste conséquent, et je l'ai démontré par tous mes actes. Égalité et réconciliation, c'est pas peuple élu et terre promise. Et c'est pas non plus race des seigneurs, Germania et le Reich pour 1000 ans. Hein. Je suis français. Mais par contre, j'ai lu Chartres, j'ai lu Deleuze et je l'ai dite, je les ai dit tous, les talons travail contre les talons or, et j'ai vu la réussite économique incroyable du pouvoir national-socialiste entre 1933 et 1939, qui n'a été détruit que par la guerre. Donc les solutions étaient chez les nationaux-socialistes allemands, elles n'étaient pas dans le New Deal pour sortir de la crise. Pour faire croire que le New Deal avait réussi, il a fallu la guerre. Hein. Ce qui a mené à la relance de l'Amérique par rapport à la crise de 29, c'est pas le New Deal, c'est le chaos de la Deuxième Guerre mondiale dont l'Amérique a été la plus grande profiteuse. Hein. On parle bien, on est dans le problème du capitalisme et des crises, et que le capitalisme n'a jamais été autre chose qu'une alternance de crise, de relance, de bulles et de crise. D'ailleurs, quand Raymond Aron prétend théoriser le capitalisme, il balance 17 leçons sur la société industrielle, je crois. Il n'y a jamais de vision globale et de système capitaliste. Il y a la dérive historique du libéralisme, avec l'idée que le reste ne pourrait être que pire, et que la crise fait partie d'eux. Donc ça veut dire que ce sont des systèmes à crise, quoi. Ce ne sont pas des systèmes, comment dirais-je, d'équilibre et de stabilité, comme l'était le Moyen-Âge de Saint-Louis, et le monde chrétien. Donc certains prétendent qu'il n'a pas existé, parce que justement il est pratiquement sans accident. 1000 ans sans accident, on se dit finalement, ça n'existe pas. Donc c'est ça l'idée, c'est que le capitalisme n'est pas un mode, le capitalisme et donc le libéralisme comme idéologie, le capitalisme comme système de gestion, n'est pas du tout un mode pérenne de gestion. Hein, on le voit, c'est un mode catastrophique, de contradictions exacerbées, qui nécessite des purges à chaque fois de plus en plus grandes, hein, puisque on va de guerres à petite échelle, à des guerres de conscription qui commencent à être de plus en grandes. La Première Guerre mondiale, 20 millions, la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions, et là, si on va à la Troisième Guerre mondiale, avec le mondialisme et les contradictions du mondialisme, on peut arriver à 500 millions de morts, les doigts dans le nez. Hein. Et il y en a qui le souhaitent. Hein. Et il y en a même qui disent que pour faire reset et sauver l'idéologie libérale et la domination du capital, il faudra faire reset par une crise maximale, qui s'appelle la Troisième Guerre mondiale, et qu'on peut mesurer en termes d'échelle de morts à 500 millions de morts. Moi, je ne peux pas cautionner un système de gestion humain dont la manière de se survivre à lui-même soit le bain de sang cyclique. Forcément, on cherche quelque chose qui pourrait échapper d'en passer par là, et il y a des propositions alternatives. Voilà. Alors malheureusement, le national-socialisme conçu comme système économique à la fois national et social est sans doute la solution actuelle, puisque de toute façon le néo-nationalisme triomphe partout en ce moment. Alors aujourd'hui, comme il y a eu le volet nazi, racial, il s'accompagne d'un volet sioniste. C'est pour les mêmes raisons, d'une certaine manière. Il est obligé de s'accoler à quelque chose qui normalement ne devrait rien avoir avec lui. Le national-socialisme ne devrait rien avoir avec le nazisme racial ou avec le néo-impérialisme fasciste. De même qu'aujourd'hui, le néo-nationalisme, qui semble être par déduction et par intelligence critique le meilleur système de gestion actuel, ne devrait pas avoir à s'allier au sionisme. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a nationalisme que s'il y a sionisme, et qu'on est passé, je dirais, du socialo-sionisme en France. On est en train de passer du socialo-sionisme au national-sionisme. Hein. Oui, c'est-à-dire du PS de Mitterrand et de tous ceux qu'il y avait derrière à Zemmour, quoi, je dirais, de tous ceux qu'il y a devant. Et moi, mon travail critique, il est là. Oui au national, oui au social. Le social a besoin du national, le national ne peut être national que s'il est social. Tout ça ne doit rien avoir avec une dimension raciale, que ce soit, comment dirais-je, la race des seigneurs ou le peuple élu. Oui. Et finalement, les deux s'engendrent réciproquement. Hein. Est-ce que la défaite du Troisième Reich est finalement une si grande réussite? Et je le dis des fois, si Hitler avait gagné, en tant que, on va dire, bourgeois culturel chrétien occidental, est-ce que ça serait pire ou mieux pour nous? J'ai posé cette question, elle est ouverte aujourd'hui. J'y réponds pas, parce que d'abord,
Mais c'est une question qu'on peut largement poser quand moi qui me suis fait chier à regarder hier l'Eurovision. On peut se poser la question que finalement, est-ce que la victoire du monde libre, on doit tant s'en réjouir que ça quand on voit finalement ce que c'est derrière. Et là où ça veut nous mener, hein, parce que là il n'y a plus de doute. Hein. Oui, quand on voit la prestation de Madonna hier à la cérémonie de l'Eurovision, qui est une messe, hein, à tous les sens du terme, on peut peut-être se poser des questions sur... C'est ce que se disait d'ailleurs Jean Gabin dans une interview, parce qu'il s'est engagé, hein, lui, du côté du bien pendant la guerre, c'est un des rares qu'il a fait du showbiz de l'époque, et à un moment donné, il discute avec son scénariste préféré, Audiard, et il fait « Ouais, mais j'aurais peut-être pas dû, j'ai été con, Audiard m'a expliqué, j'aurais mieux fait en gros de rester chez moi. » C'est assez drôle, et là, c'est une interview des années 60. Ouais. Donc on devine quel genre de dialogue ils ont dû avoir. Voilà. Eh ben, c'est le monde à la fois que décrit Marx et que décrivent, on va dire, les meilleurs analystes et critiques du capitalisme qui sont les marxistes. Et là, je ne citerai pas spécialement Marx, je citerai Primo de Rivera plutôt. Il faut bien comprendre que pour les anti-marxistes et les anticommunistes fonciers, c'est le mensonge libéral bourgeois qui a généré le marxisme et le communisme. Si on veut échapper au communisme, il faut combattre la bourgeoisie. Hein. C'est ça la rigueur, et c'était la rigueur intellectuelle et morale d'un des maîtres à penser, on va dire, du fascisme espagnol, dans ce qu'il peut avoir de respectable. C'est Primo de Rivera, je crois. C'est ça. Hein. Donc, la question c'était quoi? Parce que j'ai loupé une médiation là. Comment caractériser le monde? Oui, donc les meilleures critiques du libéralisme et de sa dérive, c'est-à-dire dérive capitalisme, hein, idéologie et pratique, hein, libéralisme, capitalisme, c'est le baratin pour vous vendre le truc, et puis le truc lui-même, c'est les marxistes. Hein. Selon Karl Marx, au bout du bout de la contradiction, de l'exacerbation du capitalisme dominant et de ses contradictions, on arrive à la guerre civile de tous contre tous. C'est-à-dire un monde de chaos. Hein. L'extension maximale de la marchandise, le chaos généralisé. Donc, selon Marx, on est bien aujourd'hui dans ce monde où on avance de plus en plus, non pas vers l'ordre, la pérennité, le bonheur, le partage, mais vers le chaos. Les inégalités accrues, la violence accrue, la destruction des tas de fondamentaux anthropologiques comme la différence des sexes, l'interdit de l'inceste même, la protection de l'enfance, le respect de la vie humaine et de la dignité humaine, un début de l'homme comme étant la culture, hein, on a des périodes de destruction de la culture, etc. etc. Donc qu'on prenne le meilleur critique matérialiste du matérialiste ou les plus grands spiritualistes, c'est-à-dire aller à tout ce qu'on appelle l'eschatologie monothéiste, hein, Apocalypse de Jean, là on peut citer comme Jovanovic, hein, ou les hadiths prophétiques dans l'islam non dévoyé, hein, c'est-à-dire pas l'islam saoudien ou frériste, hein, mais ça converge, on va vers le règne de Satan, hein, de la monstruosité, oui. Et on va vers, puisqu'il y a des gens comme moi, il y en a beaucoup, vers une guerre finale de Satan contre les forces du bien, hein, la Troisième Guerre mondiale qui arrive ou qui arrivera pas ou qui arrive ou qui est déjà là d'une certaine manière, c'est la guerre des gens qui ont une certaine vision du bien, et historiquement cette vision du bien a été incarnée un certain nombre de fois, à la fois par des écrits, des êtres surnaturels et naturels, hein, que ce soit le Christ ou les grands philosophes, hein, la loi morale de Kant ou les évangiles, hein. On a des offres de différentes manières, de différentes sortes. Hein. Et puis c'est aussi ailleurs que dans notre monde à nous. Hein. Je sais pas, c'est sans doute en Inde, c'est sans doute en Chine. Moi je parle du monde que je connais, hein, le monde post-abrahamique, occidental, gréco-latin, helléno-chrétien, celto, je sais pas quoi. Là, enfin voilà, on va bien vers. C'est bien ce combat-là qui est à mener. Hein. Je pense que c'est les deux. C'est les deux. En fait, Marx, c'est un génie et il a beaucoup d'avance. Hein.
Parce que les idées courent plus vite que le réel vécu par les hommes, quoi. Et quand on réfléchit à la rationalité et au monde où on se rend compte que les mathématiques sont la clé de compréhension du monde physique et même au-delà, au bout, il y a l'idée d'égalité et de partage, forcément. Donc si on va vers la rationalité ultime, c'est-à-dire à la limite le mondialisme, tel que, effectivement, je veux bien l'admettre, on est sur une planète finie, il va falloir qu'on se pose les questions de la cohabitation, du nombre, donc de la gestion rationnelle avec les outils de la rationalité qui sont essentiellement l'outil mathématique. Eh bien, la gestion rationnelle par l'outil mathématique de la planète monde et des hommes qui sont dessus, dans sa version ultime de logique, de morale et de cohérence, c'est le socialisme. Le socialisme, et je dirais même le communisme, au sens théorisé par Marx, qui est la parousie, le paradis qui nous est permis dans le monde matériel et réel. Donc ça, c'est la vision intellectuelle. Au bout, il y a forcément ça. Sinon, on est dans le chaos. Alors, il y a des gens qui aiment le chaos, sans doute, et qui se disent l'humain, il faut qu'il y ait de la merde, il faut qu'il y ait du sang, et qui ne veulent pas aller au surhumain ou au post-humain. Mais l'humain implique le dépassement de lui-même. Oui. Il n'a pas vocation à faire caca sur le même tas éternellement. Il a vocation à conquérir les étoiles, à comprendre ses contradictions, à les transcender, à les sublimer, à se dépasser lui-même. Je veux dire, l'homme est plus que l'homme, hein, sinon c'est un animal. Là, et donc, je dis bien, de ce point de vue-là, Marx a raison. Et même, il a raison, c'est vrai, il a raison. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans un monde de chaos, parce qu'on n'arrive pas à accéder au niveau de sagesse et de partage du socialisme. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit le socialisme est intrinsèquement pervers, parce que l'homme anthropologique, compte tenu de ses contradictions internes, n'est pas capable d'accéder à la sagesse du socialisme, et donc, quand il prétend aller vers le socialisme, il ment et il triche. Hein, c'est ça. En fait, c'est pas le socialisme qui est intrinsèquement pervers. Dans cette phrase de critique de droite, c'est l'homme qui est intrinsèquement pervers et donc qui est inapte au socialisme. Et moi, je dis au mec de droite, c'est de toi que tu parles, surtout. C'est effectivement, toi, étant intrinsèquement pervers, et projetant ta perversité et ton incapacité et ta violence et ton non-dit sur le monde, t'en conclus que le monde est inapte au socialisme. Mais en fait, c'est surtout toi qui es inapte au socialisme. Moi, je dis que l'homme supérieur qui s'élève, en lisant de Foucault, enfin les grands sages du monde religieux, s'il arrive à faire s'élever les autres vers ça, je sais pas, on peut dire Gandhi dans son projet, le père de Foucault quand on l'a bien compris, si on arrive à ce niveau de sagesse, le socialisme s'accomplit immédiatement. C'est-à-dire la conscience intégrale, le partage intégral, la paix intégrale. Alors évidemment, c'est l'homme qui est arrivé à s'accomplir totalement et à se dépasser lui-même. Là, on est dans Marx, on est dans Hegel au bout du bout, on est dans le bout de la religion, le bout de la sagesse et le bout de la philosophie. Voilà. D'accord. Mais est-ce que le socialisme a aussi un aspect organique ? Il peut surgir au sein d'un peuple et se développer selon ses modalités mais il y a des conditions singulières. Oui, il y a des conditions historiques à un moment donné où la question du social... Par exemple, pourquoi la Chine à un moment donné devient rouge ? Parce que c'est un empire qui a été humilié et écrasé et qui est tout en ayant une culture impériale et des qualités impériales, est écrasé par un partage. C'est comment dirais-je, les 55 jours de Pékin, il faut voir. Et à un moment donné, la figure de Mao apparaît. Il y a la lutte Mao, Chiang Kai-shek, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis à un moment donné, il y a la possibilité, effectivement, d'une révolution communiste en Chine. Mais c'est parce qu'il y a des conditions de possibilité qui sont réunies, qui sont souvent... pareil, si on parle de la question des Nord-Vietnamiens par rapport à la question de la domination impériale indo-chinoise, à un moment donné, il se passe effectivement le communisme nord-vietnamien. Tout ça ne peut pas se réduire à de la manipulation, à gna gna gna. C'est parce qu'à un moment donné... il y a des conditions objectives d'humiliation, de domination, qui fait que ça se passe. Évidemment, de toute façon, tout ce qui arrive dans le réel était donc possible, et même très possible par définition. On ne peut rien réaliser qui ne soit pas réalisable. À l'inverse, on peut dire que, par exemple, que tout peuple colonisé était un peuple colonisable. C'est aussi une phrase qui marche dans les deux sens. Et que si à un moment donné, il y a des révolutions de gauche, c'est aussi parce qu'il y a des conditions objectives de domination de droite qui se sont accumulées. Voilà, on ne peut pas ex nihilo faire grand-chose. Alors si vous pouvez dire, on peut faire la Révolution française avec un travail de réseau, etc., dans une monarchie fragilisée, pourrissante, etc. Oui, effectivement, il y a des gens on peut faire la Révolution bolchevique en étant des révolutionnaires professionnels très organisés, comme Lénine, avec effectivement la stratégie de la suppression du deuxième front par rapport à la guerre de 14. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de lire,
pour ceux qui ne comprennent pas qu'il peut y avoir une révolution bolchevique et qui la réduisent à une espèce de complot diabolique, d'ailleurs judéo-juif, il faut lire Dostoïevski et Tolstoï sur ce qu'ils pensent de la, comment dirais-je, de la société tsariste russe de l'époque pré-révolutionnaire. Ils rêvent tous, et ils aspirent tous à une révolution violente, socialiste en gros. Tellement le truc est pourri, quoi. Donc effectivement, comment dirais-je, la chouette de Minerve s'envole au crépuscule. Il y a quand même à un moment donné des choses qui arrivent qu'on peut déplorer très longtemps après, comme aujourd'hui des gens reprochent à Jean-Jacques Rousseau, comment dirais-je, certaines dérives égalitaristes ou socialistes. Mais je veux dire, c'est des sauts dans le temps, ça. Rousseau a parfaitement raison quand il critique son époque, et c'est un visionnaire. À part ce que vont faire les gens de la critique de Rousseau 100 ans, 200 ans après, c'est absurde. Ça, c'est les gens qui voyagent dans le temps. Ça, c'est les abrutis, c'est les gens qui ne sont pas des vraies intelligences. Hein. Reprocher à Jean-Jacques Rousseau, comment dirais-je, le socialisme de François Mitterrand d'après 1983, ça n'a aucun sens. Hein. C'est les gens qui ne comprennent pas que les concepts ne sont compréhensibles que dans l'historicité, dans leur historicité, et qu'on ne fait pas le fascisme chez les Grecs, ça n'a aucun sens. Vous voyez, hein, voilà, le fascisme, c'est le fascisme en Italie après la Première Guerre mondiale, compte tenu de conditions historico-concrètes qui sont d'ailleurs reproduites à aucun moment, ni avant ni après. Hein, voilà. Mais ça, c'est le problème des gens qui n'ont pas le niveau, quoi. Voilà. Mais je vous rappelle quand même que vous êtes très attaché à la notion de nation. Hein. Parce que la nation, et je le dis dans cette idée de fraternité humaine, de communauté humaine, et la communauté... développement national... Oui, mais parce que la nation est donc, en termes d'échelle, la plus grande communauté que l'homme a été capable de créer, oui, qui participe à un même projet et qui est d'accord pour vivre en paix. Oui. Hein, on commence par la famille, après il y a la tribu, le clan, oui, et petit à petit on arrive à cette échelle à la fois... c'est pour ça que le principe est positif. C'est la plus grande communauté humaine qu'on peut faire vivre pacifiquement ensemble et qui développe une capacité de production et de surproduit qui fait qu'elle peut produire des choses énormes en termes de création. Alors que sinon, on est dans des petites échelles inférieures qui ne peuvent pas produire grand-chose. Je veux dire, une tribu africaine, c'est sympa, mais c'est des gens qui arrivent à ne pas se bouffer entre eux à 150 et qui produisent au niveau création des cases sur un seul étage, avec des statues en bois biodégradables. À un moment donné, avec la nation, on fait la grande nation française, hein, et on fait Chambord, on fait François Ier, on fait Louis XIV, on fait ce qu'on appelle le précaré, et au-dessus de la nation, il y a l'Empire. Mais l'Empire, c'est une nation qui a servi d'autres nations. Donc moi, ce que je dis, c'est que même si la nation n'est pas la limite ultime, puisque Marx a dit à Hegel qu'il s'arrêtait à la nation, parce qu'il voyait la nation prussienne comme ultime réussite, mais c'est 1815, quoi, c'est son époque. Il dit il faut arriver à la nation-monde, qui est le dépérissement de la nation, parce qu'on arrive finalement à la fraternité universelle où l'État a totalement dépéri, parce que c'est l'homme réconcilié avec lui-même, avec la nature, et c'est la parousie matérialiste. Effectivement, dans Marx, c'est le but à atteindre, forcément, puisque le but il est logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas raison qu'on le limite. Si on accomplit totalement la réconciliation de l'homme avec lui-même, la conscience, le passage de l'en-soi au pour-soi et la conscience exacte des mécanismes qui font mouvoir l'histoire, qui est la lutte des classes, etc., on doit arriver à ça. Donc c'est le but, il faut forcément mettre la barre très très haut. Après, ça veut dire que c'est ce vers quoi on regarde. Qu'on regarde vers Dieu ou qu'on regarde vers le communisme universel, c'est regarder en haut pour avancer vers l'avenir et le bien, parce que si on regarde ces godasses, si on regarde juste la petite réussite individuelle, l'accumulation du capital, c'est-à-dire ce que nous promet le libéralisme, hein, il ne nous promet pas grand-chose, hein. Franchement, il nous promet quoi, l'habitation secondaire, la piscine et le barbecue, la deuxième maîtresse, avec derrière les guerres mondiales pour faire reset, quand il y a des bulles qui sont le résultat des contradictions, du chaos et du mensonge. Hein, enfin, voilà. Non, oui, le national est aujourd'hui le truc avec lequel il faut renouer. C'est ça l'idée. Pour déjà le dépasser, il faut qu'on renoue avec le national. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le mondialisme, n'est pas au-delà de la nation, c'est détruire le national pour le remplacer par le chaos. Le chaos oligarchique. Hein.